Merci, bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour cette dernière table ronde. Je crois que nombre d'entre vous, j'en repère, ont tenu les 3 jours et j'ai l'impression qu'ils ne le regrettent pas, donc j'espère qu'ils ne vont pas le regretter pour l'heure qu'il reste à passer ensemble. Comme certains d'hier, je voulais passer mes photos de vacances, mais là on n'a vraiment pas le temps, donc je vais passer directement à la table ronde. Sans plus attendre, donc j'appelle Bernard Plisson, qui est directeur du développement durable au Grand Port maritime de La Rochelle. Christophe Filippono, qui est directeur général d'Atlantec. Guillermo Boragan, donc, qui est chercheur en sciences cognitives chez B2020. Jean-Christophe Carteron, qui est directeur RSE de l'école Kedge, Bordeaux-Marseille. François Fray, président de l'Esprit de Vélox. Et puis Vyacheslav Aviuski, qui est expert en géopolitique et qui est le rédacteur de l'ouvrage que vous aviez dans vos sacoches à votre arrivée. Merci à vous d'être présent parmi nous. Et donc, le thème de cette table ronde, c'est sensibilisation et territoire. Donc, c'est un vaste sujet. On va essayer d'être très concis. Je vous demanderai donc de prendre la parole quelques minutes et puis pour essayer de discuter ensemble et de ne pas être trop statique. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais prendre dans l'ordre d'arrivée. Bernard Plisson. Alors, ça tombe bien parce que le maritime est quand même pas mal attaqué la semaine dernière. On a beaucoup parlé de la pollution des navires. Ça a fait le tour des réseaux. Donc ça tombe bien que vous soyez là pour nous expliquer en tant que directeur du développement durable comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous faites justement par rapport à ces problématiques qui sont très importantes sur un port. Alors on a déjà eu un aperçu important avant-hier lors de l'avant-première, mais donc Bernard, merci de nous dire un petit peu concrètement ce que vous faites sur votre territoire qui est important au sein d'une ville comme La Rochelle et peut-être plus généralement ce que font les ports. Écoutez, merci de me donner la parole. On a été ravis effectivement d'accueillir l'avant-première et de la qualité de l'organisation et des échanges qui ont pu être réalisés sur le quartier de la Palisse il y a 2 jours. C'était une très belle opportunité de montrer effectivement que le maritime et le portuaire peuvent avoir toute leur place dans la transition énergétique, que ce soit au travers des filières qui sont développées, que au travers du comportement des entreprises implantées sur le port, avec leur capacité notamment à produire de l'énergie, et en particulier bien sûr des énergies renouvelables. Donc j'ai cru comprendre que le sujet de la table ronde c'était sensibilisation et territoire, donc je ne vais pas refaire en fait l'avant-première d'il y a 2 jours pour développer tout ce propos sur nos potentialités de développement et en particulier d'énergie renouvelable, et je vais me focaliser sur la sensibilisation. Alors, sensibilisation et territoire. Alors déjà, sensibilisation, pour ce qui me concerne, c'est un terme que je trouve un peu faible en fait au regard des enjeux. Je préfère convaincre, impliquer. Bien sûr, ça nécessite de sensibiliser, mais l'objectif, il est bien là puisqu'il s'agit de modifier les comportements. Et quand on veut modifier les comportements, sensibiliser, ça n'est pas suffisant. Alors, par quoi on commence ? On commence en interne. On commence en interne parce que nos salariés, ce sont des citoyens. Ils ont une vie privée, ils ont une vie professionnelle. Et les premières personnes à sensibiliser, si on veut agir, c'est les personnes qui travaillent au sein de votre entreprise. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a pris. Donc, on a commencé notre travail en interne pour se saisir des enjeux environnementaux en particulier et de transition énergétique auxquels on devait faire face et modifier nos comportements. Donc on s'appuie sur les hommes, les femmes qui travaillent au Grand Port maritime de La Rochelle et sur des démarches de management, en particulier de management environnemental qu'on a déployé depuis de longues années. Quelques exemples, lorsque tout salarié qui arrive au port aujourd'hui fait l'objet d'un accueil évidemment en bonne et due forme, on lui explique un peu les enjeux, en particulier les enjeux environnementaux, et une des premières paroles qu'on lui tient, c'est qu'être professionnel, chez nous en tout cas, c'est pleinement intégrer ces enjeux environnementaux et sécurité, puisqu'on a aussi des problématiques de sécurité évidemment dans l'entreprise, dès lors qu'on travaille chez nous et que le professionnalisme, c'est avant tout ça.
Ensuite, c'est également évidemment dans le travail au quotidien, c'est-à-dire rappeler ces valeurs au quotidien et que chaque projet, que chaque pratique en fait, de l'établissement intègre ces enjeux en vue de minimiser les impacts négatifs et évidemment maximiser les impacts positifs, donc se saisir de toutes les opportunités. Bon, c'est une lutte quotidienne, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des enjeux environnementaux et de transition énergétique, donc il y a aussi des arbitrages à faire, mais en tout cas, ça, voilà, ça fait partie aujourd'hui de notre substance, on va dire, notamment du fait des enjeux environnementaux qui nous environnent, hein, les Pertuis charentais et leur sensibilité environnementale. Les locaux connaissent très bien, je ne développe là pas non plus ce sujet. Une fois qu'on a... Alors un exemple, hein, parmi d'autres, on participe depuis de longues années à la semaine de la mobilité et on incite nos salariés, voilà, donc ça c'est le lien entre le privé et le professionnel, à utiliser d'autres modes que leur véhicule personnel pour venir au travail. Et on va encore cette année participer à cette démarche-là avec des animations. Bon, c'est un peu anecdotique, mais... et puis un autre exemple également, c'est le lien qu'on est en mesure de faire entre des propositions que peuvent nous faire des salariés qui s'appuient en fait sur leur expérience personnelle et des actions qu'on peut engager dans le cadre du travail. Donc être à l'écoute de tout ça. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est, on a parlé du territoire, mais les salariés, nous on est une centaine de salariés, 120 au Grand Port Maritime, donc c'est une petite partie du territoire quand même. Donc ensuite, c'est travailler avec notre écosystème, ce que nous appelons la place portuaire. La Rochelle, la place portuaire, c'est 80 entreprises environ, 1730 emplois directs, avec quelques groupes et beaucoup de PME. Beaucoup de PME dans le domaine de la réparation, de la construction navale, de la manutention, des services aux navires. Donc là, pour toucher ces entreprises-là, et je dirais s'entraîner mutuellement vers une transition écologique et énergétique, on a développé plusieurs outils. On a travaillé il y a quelques années sur une charte de développement durable de la place portuaire, c'est-à-dire en fait amener les entreprises à adhérer, et là encore c'est un peu plus que sensibiliser, à adhérer en fait à non seulement des valeurs mais des actions et à les mettre en œuvre dans le but de, alors on est sur le développement durable, donc maîtriser leur impact, mais aussi avoir un comportement, je dirais, exemplaire dans leur relation avec le territoire, pour faire court. Ça a très bien fonctionné, on a beaucoup d'entreprises qui ont adhéré, on a un gros 40% des entreprises de la place portuaire qui ont adhéré à cette démarche. Et c'est d'autant plus important que le port de La Rochelle, quand les personnes qui habitent dans le secteur parlent de l'activité portuaire, elles parlent du port. C'est-à-dire que si on se comporte bien ou si on se comporte mal, peu importe que ce soit Sika Atlantique, Port Atlantique La Rochelle, Bolloré ou CETA et d'autres entreprises, c'est le port en fait qui s'est bien comporté ou qui s'est mal comporté. Donc il y avait vraiment la nécessité de démultiplier à l'échelle de l'écosystème. On s'est engagé dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale, donc nous aussi. On a bénéficié d'ailleurs de fonds de l'ADEME, et heureusement qu'elle est là, et la région Nouvelle-Aquitaine, en fait, à l'époque Poitou-Charentes. On a recruté un animateur, on a fait un diagnostic et on a mis en place des synergies. Ça, c'est un formidable effet levier vis-à-vis des entreprises pour les sensibiliser aux problématiques et pour passer de la sensibilisation à l'action. Ça marche très très bien. Et ça nous a rendu suffisamment... Donc cette démarche s'appelle la démarche MAIR, Matière et Énergie Rochelaise, et elle est encore en cours, et on a des gros projets qui vont générer des investissements importants qui sont issus de cette démarche. Un exemple, on a solarisé plusieurs entreprises portuaires, et ça c'était la force du collectif. On solarisait en fait des hangars qu'elles occupent, les toitures de la base sous-marine. Aujourd'hui, le port, la place portuaire, produit plus d'électricité que n'en consomme le quartier qui est adjacent au port, qui est le quartier de la Palisse. C'est un premier pas. Il y en aura d'autres, grâce à mon voisin notamment. Maintenant, le lien territorial, pour nous, c'est important. Quand on est un port, on est là depuis longtemps, 1890, et pour encore longtemps, on espère. Donc ça veut dire que la façon dont on se comporte, dont on est apprécié ou pas, elle est essentielle. La notion de durabilité, au-delà du concept de développement durable, elle a aussi son sens dans le fait qu'on n'a pas envie d'être, excusez-moi cette image, mais c'est celle qui me vient à cet instant précis, un furoncle dans un visage en fait, qui serait le territoire rochelais. Nous, ce qu'on souhaite, c'est contribuer à la vie rochelaise, c'est que le territoire il soit équilibré sur un certain nombre de piliers, dont le pilier économique, dont l'activité portuaire. Donc,
on s'engage aux côtés du territoire, aux côtés de l'agglomération de La Rochelle, aux côtés d'Atlantec, dans un projet très ambitieux, La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On en a déjà, je crois, parlé. Et ça, c'est vraiment une révolution pour nous. C'est comment devenir neutre en carbone en 2040 avec nos partenaires et en symbiose avec nos partenaires. Et donc, vous avez raison, ça va au-delà de la sensibilisation. On a bien compris que ça marchait avec les entreprises, avec le territoire, et le projet maire, effectivement, a tous les succès que l'on connaît. Mais au niveau des salariés, est-ce que, parce qu'on va en parler tout à l'heure à Guillermo, justement, des changements de comportement et les incitations, au niveau des salariés, est-ce que vous avez pu mesurer les effets de vos incitations, de votre sensibilisation? Est-ce qu'il y a un changement dans les comportements, ou en tout cas dans la prise de conscience? C'est clair. Enfin, alors, bon, on a depuis quelques années un changement générationnel. Alors, c'est un peu facile d'appuyer sur ce levier de la génération pour dire que voilà, avec une nouvelle génération, il y a des nouveaux comportements. Nous, on le voit. En fait, quand on favorise des moments conviviaux avec les salariés, quand on fait une journée porte ouverte, comme on l'a fait, où en fait, au départ, l'idée c'était sensibiliser le public à nos métiers. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un formidable outil de management en interne. On se rend compte qu'on a des salariés qui s'expriment et qui nous font part de propositions qu'ils appliquent chez eux, en fait, en matière de tri, en matière d'énergie, en matière de biodiversité. Et donc, il suffit d'être à l'écoute de ces propositions. Alors, évidemment, les personnes sont plus ou moins exemplaires, mais en allant chercher, en fait, des propositions des salariés, en les suivant, ça fonctionne relativement bien. Et donc justement, au-delà de la sensibilisation, il y a aussi la formation qui va évidemment bien plus loin. Et donc passons du port Atlantique au parc Atlantec avec Christophe. Donc justement, vous aviez organisé avec la Fondation E5T un atelier sur la formation le 13 juin dernier. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette journée? Surtout, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Est-ce qu'il y a des conséquences? Alors pour ceux qui me connaissent un peu, parce que ça fait la 5e fois que je participe et que j'interviens ici, je suis souvent intervenu en tant que cluster pour démontrer qu'il fallait faire de la culturation, de l'anticipation des solutions. Ensuite, au niveau du parc Atlantec l'année dernière, pour vous démontrer tout l'intérêt de démontrer les technologies que nous mettons en place. Et on s'est très vite aperçu qu'effectivement, sans une partie, et qui fait l'actualité d'aujourd'hui, puisque à plusieurs reprises on a parlé d'un 6e E, qui est le E d'éducation. Et bien effectivement, avec Myriam, on avait décidé, en sollicitant les ressources du cluster et d'Atlantec, d'organiser un atelier le 13 juin sur la formation professionnelle, et en profitant effectivement du changement que l'on a de la réforme professionnelle, pour voir comment on pouvait faire de cet objet de la réforme un outil qui nous permettait de multiplier et de diffuser un petit peu différemment la formation. Alors, cette journée, on l'a organisée en deux parties. Une première partie qui a été de vérifier que, effectivement, dans la tête de nos forces économiques, forces politiques, la transition énergétique était véritablement une opportunité pour travailler différemment et de promouvoir les métiers. Et d'en faire, effectivement, aussi tout un outil de vecteur de croissance. Les échanges qui ont lieu entre chambres de commerce, caisse des métiers, fédération bâtiments, élus de la région et élus du territoire nous ont prouvé qu'effectivement, pour tout un chacun, le vecteur transition énergétique était vecteur de croissance, à la condition qu'on apporte la formation auprès des intervenants, leur permettant d'agir dans ce sens-là. Alors à l'atelier 2, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va réunir à ce moment-là l'ensemble des acteurs du territoire, puisqu'on a l'avantage sur notre territoire d'avoir un écosystème éducatif qui communique beaucoup ensemble. Il y a l'ENSI que j'ai vu tout à l'heure, il y a l'université de La Rochelle, il y a Subdoco qui nous accueille aujourd'hui, le CFA, toutes ces structures-là travaillent énormément ensemble pour voir comment on peut agir et développer des outils d'éducation commune. Et là, on s'est dit, il faut véritablement, si on veut réussir cette transition énergétique et de faire évoluer nos métiers, ce n'est pas en jouant sur l'expertise, puisqu'on a des très bonnes compétences pour développer des expertises. Dans le bâtiment, on peut très bien développer d'excellents électriciens, d'excellents plâtriers, d'excellents maçons. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si on veut réussir la transition énergétique, il faut qu'on travaille de manière systémique et donc travailler sur la transversalité des métiers. Donc on s'est engagé à travailler là-dessus. Un vœu, comment on le transforme? On l'a transformé déjà, et je suis très heureux de pouvoir vous l'annoncer,
c'est qu'entre Le Greta et Tipeee, qui est la plateforme bâtiment durable de La Rochelle, eh bien, on lance au 1er novembre une formation de la transition énergétique pour les chefs de chantier. Ce projet, soutenu par la région Aquitaine, va nous permettre de proposer plus de 1000 heures de formation à des professionnels pour les apprendre, au travers 19 modules de formation, à travailler ensemble et dans la transversalité. On a parlé tout à l'heure de Lean, de BIM, etc. Eh bien, dans tous ces modules de formation, il y aura des modules Lean, BIM, etc. Donc on va essayer, par ce biais-là, de démontrer, donc la région nous finance cette opération sur 1 an pour qu'on puisse démontrer la pertinence, et ensuite, on espère bien pouvoir le pérenniser, et bien pouvoir former des personnes à ce que moi j'appelle la transition énergétique, c'est-à-dire la vision systémique qui nous permet d'améliorer l'ensemble de l'acte de construire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraissait important et qui se traduit dans les actes, puisque c'est 16 personnes que l'on va former à partir du mois de novembre. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit on va travailler effectivement là sur la capacité individuelle. Mais comment faisons-nous pour impliquer les entreprises? On a entendu par Auré, on a entendu pas mal aujourd'hui parler de RSE. Eh bien, on a considéré qu'effectivement, le thème de la RSE dans les TPE et PME était un excellent vecteur pour parler d'engagement en lien avec la performance énergétique, la transition énergétique, comprenant l'écosystème, etc. Et là, donc, on travaille et on va déposer un dossier la semaine prochaine, ce dossier piloté par Subdeco, pour créer dans un tiers-lieu sur le parc Atlantique une cantine RSE qui va nous permettre d'accueillir et de pouvoir donner un lieu à toutes les petites entreprises pour développer leur RSE et donc développer toutes les parties qui nous abordent aujourd'hui et qu'on travaille dans la transition énergétique. Donc voilà ce que je voulais vous dire de manière assez brève, mais comme toujours, on essaie de partir d'une idée et de voir comment on peut faire de la réforme professionnelle une opportunité pour faire du changement, comment on peut faire pour travailler sur des opportunités de RSE qui se développent énormément et dont les entreprises, je pense aujourd'hui, commencent à prendre conscience de l'intérêt. Comment peut-on profiter de ces deux vecteurs-là pour accompagner notre développement et les vecteurs et les valeurs que nous diffusons, qui sont la transition énergétique et la performance. Et pour dire un petit mot sur le territoire, quelle est la coopération, parce que ça a été évoqué très rapidement, entre le parc et le port? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le parc et le port, déjà, vous avez assisté cette année à un passage de bâton, puisque l'année dernière, c'était Atlantic qui avait fait l'avant-première, donc c'était le P Atlantic qui avait fait l'avant-première, et cette année, c'est le P Atlantique qui a fait effectivement cette avant-première. Et je crois que véritablement, avec Bernard, avec Rémi, avec l'ensemble de l'écosystème, on s'est très vite aperçu que les démarches que l'on a engagées sur le parc bas carbone d'Atlantic, et qui a pour vocation d'être un démonstrateur, et donc il nous faut des zones d'application beaucoup plus larges, et que le port était un excellent partenaire pour nous, et j'espère qu'on va être pour eux aussi un excellent partenaire, pour pouvoir développer tous ces outils-là, à la fois sur une zone qui est une zone de logement, d'éducation et de PME, vers un industriel, un hébergement d'industriels. On va continuer sur justement les changements de comportement et la formation. Alors avec Guillermo, donc, qui travaille chez B2020, et comment finalement, puisque c'est le rôle même de B2020, en tout cas son objectif, c'est de changer les comportements, d'amener les salariés dans les entreprises à changer leur comportement, comme ça a été évoqué par Bernard au niveau du port Atlantique. Donc comment fait-on pour que les comportements changent? Alors on avait déjà évoqué cette question l'année dernière, on a dit attention, changer les comportements, ça peut quand même être mal considéré, mal vécu. Donc je vous laisse expliquer le système et le phénomène. Avec plaisir. Vous m'entendez? Ouais. Et bon, si vous voulez juste me présenter vite fait, je m'appelle Guillermo Bourragan et je suis docteur en neurosciences et cognitives par l'Université libre de Bruxelles. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je travaille au sein d'économie d'énergie, et notamment de l'équipe B2020, pour investiguer l'importance du facteur humain dans les économies d'énergie. Alors, j'ai bien aimé votre introduction tout à l'heure, où vous avez dit sensibilisation, parfois c'est pas assez. C'est pour ça que moi je préfère l'appeler le facteur humain. Et pour vous donner, maintenant c'est mieux, pour vous donner une petite définition, et qu'on parle tous de la même chose. Et pour moi, le facteur humain appliqué aux économies d'énergie implique vraiment le fait de fournir la création des outils pour l'individu
pour les permettre d'optimiser sa consommation d'énergie. On parlait de ça. C'est vraiment se focaliser sur l'individu pour l'accompagner dans les économies d'énergie. Alors, pourquoi ça c'est important? Je vais vous amener dans un petit voyage. On va remonter dans les temps dans la Californie de l'année 2000. Il y a eu une crise énergétique sans précédent là-bas en Californie. Il y a eu certaines variables, donc, notamment la croissance de la population avec une augmentation de la demande énergétique. Il y a eu aussi une période de sécheresse, des problèmes de fournisseurs, etc. Et surtout, il y a eu aussi un jeu de marché qui en gros fait que certains fournisseurs d'énergie ont fait faillite et le prix de l'énergie a augmenté jusqu'à 800%. 800%. Alors, j'imagine que bon, vous l'imaginez, donc des problèmes pour les foyers, pour avoir de l'énergie, pas mal des entreprises. Vous savez que la Californie, c'est un tissu économique très important des États-Unis, des problèmes de production de pas mal des entreprises. Et imaginez ce qui s'est passé. Tout d'un coup, la demande et la consommation d'énergie a diminué, ce qui est tout à fait logique. Donc ça nous montre déjà qu'il avait une grosse consommation d'énergie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en 2003, une étude s'intéressait à voir quels étaient les facteurs qui ont fait vraiment, qui ont permis la réalisation de cette économie d'énergie. Et ces chercheurs en question ont confirmé en fait qu'entre les 65 et les 70% de toutes ces économies ont été liées aux actions des individus, aux actions des citoyens californiens. Les restants 25-30, c'était l'installation des hardware, technologie. Alors, des messages. Le premier, c'est que la technologie à elle seule est insuffisante pour combattre ces gaspillages énergétiques. Et deuxième message, les facteurs humains comptent et comptent beaucoup. Alors, vous parlez aussi du concept d'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je ne vais pas être très positif maintenant, mais quand même un peu. On sait, on a vu hier lors des débats super riches, et la transition énergétique, ça reste une transition. Ça veut dire que pendant quelques années, on va continuer à brûler du pétrole, du charbon et du gaz. On va continuer à polluer, on va continuer à avoir des problèmes environnementaux et aussi des problèmes de santé qui sont associés, etc. Donc ça veut dire que l'idée de substituer les sources d'énergie par des énergies renouvelables va prendre un temps. Et entre-temps, on doit agir parce que, je pense que ça a été mentionné plusieurs fois, on est dans un contexte d'urgence climatique. Voilà, agissons, on a l'efficacité énergétique et ça, c'est vraiment des solutions qui peuvent s'implémenter de façon rapide grâce à l'action humaine. Alors, je pense que c'est aussi important d'expliquer un petit peu comment faire ça. Du coup, nous, comme je t'ai un petit peu dit, depuis déjà 4 ans, la direction d'économie d'énergie a vu l'intérêt de développer ce type de mécanisme, en fait, d'investir dans les facteurs humains. Et on lance des programmes pour accompagner les salariés des entreprises. Maintenant, on travaille aussi avec des citoyens en précarité énergétique, par exemple. Et en fait, on crée des interfaces où on les propose une stratégie d'apprentissage. C'est-à-dire, on va prendre l'utilisateur X à un certain moment, on va l'accompagner, on va lui fournir tous les éléments nécessaires. Et quand je parle des éléments, j'aimerais bien citer 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est un pilier didactique. Donc, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est très important d'expliquer pourquoi il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas imposer. Donc, nous, on développe dans cet outil d'accompagnement, dans cette interface, il y a toujours un volet e-learning où la personne va vraiment être accompagnée. À côté de ça, on a aussi des données basées sur l'action réelle. C'est très important de donner un bon feedback à la personne. C'est-à-dire, la personne agit, la personne va mettre en place certains types d'actions et nous, en conséquence, et grâce à notre équipe d'ingénieurs thermiques, on va vraiment pouvoir estimer les économies énergétiques qu'ils vont faire. Donc ça, c'est important.
Un autre facteur que j'imagine vous pouvez imaginer, c'est le fait de rendre cet apprentissage amusant. Et je pense qu'ici, tous dans la salle, on est tous sensibilisés aux économies d'énergie, on se pose toujours, tous des questions, on essaie de réduire notre consommation, d'investir dans des travaux dans nos maisons, etc. Parce qu'on comprend les enjeux. Mais quand on se retourne vers les citoyens moyens, ce n'est pas le cas. Les citoyens moyens, ce n'est pas si sensibilisés que nous. Et du coup, on doit chercher des autres facteurs motivationnels pour attirer son attention pendant cet apprentissage qui va prendre quelques mois. Et finalement, et ça c'est le dernier pilier, mais qui est aussi très très important, c'est la valeur de la donnée. En fait, grâce à notre parcours, comme je l'ai mentionné, ça fait déjà à peu près 4 ans qu'on se lance là-dedans, on a pas mal de données et on vit carrément dans l'ère de la donnée. Donc en fait, ces données-là vont nous permettre d'adapter, de personnaliser l'offre éco-comportementale à la personne. C'est ce qui se passe, c'est que maintenant on reçoit des conseils partout, il faut faire ça, il faut faire l'autre, tout ça. Mais par l'instant, une personnalisation de l'offre est souvent, c'est souvent lié aussi à la difficulté de collecter toutes ces données-là, mais n'est pas assez fréquent. Donc nous, on propose aussi ce service-là dans notre offre. Et je vais conclure et laisser la parole à mes collègues, mais je voulais juste dire que le message de ces petits discours, c'est en gros, il faut investir, et on peut le faire tout de suite, en efficacité énergétique. Il faut compter dedans les facteurs humains, parce que je pense que l'exemple de la Californie le montre clairement, c'est significatif. Et surtout, il faut investir sur des individus proactifs qui sont nécessaires en fait dans la création du réseau intelligent qu'on appelle le smart grid du demain. Merci. Si, alors, la crise californienne, effectivement, est un très bon exemple. Alors, certains n'ont peut-être pas situé, mais c'est l'affaire Enron qui est derrière ce scandale, cette escroquerie de cette grande boîte d'énergie. Effectivement, il faut aussi que les méthodes d'incitation soient bonnes, puisque Bush Junior, lui, avait trouvé comme incitation de dire aux fonctionnaires d'éteindre la lumière en sortant du bureau. Ça n'avait pas été très efficace, mais c'était vraiment ce qu'il avait déclaré. En revanche, le gouverneur de Californie, lui, avait proposé, et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, de donner autant que ce que les gens économisaient. Donc si vous économisiez $100 d'énergie, eh bien l'État californien vous donnait $100 en plus. Et c'est ça qui avait été l'un des plus gros facteurs de réussite, puisque l'État fédéral ne voulait pas lutter contre Enron et contre les marchés. Donc effectivement, je crois que c'est vraiment symptomatique et c'est un cas d'école très intéressant. Cas d'école, passons à Jean-Christophe. Donc vous êtes directeur RSE de l'école Kedge, d'une grande école. Alors comment l'enseignement supérieur se place-t-il d'abord? Donc on va être sur quelque chose d'assez global. Que fait l'enseignement supérieur par rapport à la transition énergétique là, et plus globalement le développement durable et la RSE, puisqu'on en a parlé aussi? Bonsoir à tous. Le rôle de l'enseignement supérieur est juste absolument gigantesque. Dans le monde universitaire, je mixe les business schools et toutes les autres universités et autres écoles, on est souvent très très fiers des grands capitaines d'industrie qu'on forme, des prix Nobel, des entrepreneurs absolument géniaux. Et on oublie souvent de mentionner un léger détail, c'est que la quasi-totalité des crises sociales, économiques et environnementales auxquelles l'humanité doit faire face, et dont on a parlé pendant ces 2 jours, sont en règle générale la conséquence de décisions humaines, souvent dans un cadre professionnel et très régulièrement par des gens diplômés. Alors pas de mon école bien entendu, mais de toutes les autres. Donc c'est accessoirement pas un détail, c'est-à-dire que les gens qui ont inventé les subprimes sortent de chez nous. Ceux qui ont inventé... Alors on n'a pas besoin d'être très bien formé pour inventer la déforestation et le travail d'enfants, mais on sait bien faire aussi, dire le dumping social et environnemental, c'est quand même un peu ce qu'on a formé, avec des dogmes qu'on a passés. Évidemment, on n'est pas coupable du comportement déviant de tous nos étudiants, mais on a une claire responsabilité. Jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, à un niveau institutionnel, il était courant dans les business schools de dire que la seule responsabilité d'une entreprise, c'était de gagner de l'argent pour ses actionnaires.
Alors les choses évoluent. La très très bonne nouvelle, c'est que dans tous les établissements, publics, privés, grands, petits, etc., il y a des gens géniaux, des profs complètement engagés, du personnel administratif, des étudiants de plus en plus qui ont envie justement de mettre le développement durable ou la RSE un peu partout. Le problème, c'est que ces gens, en règle générale, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Alors on leur laisse faire une chaire de recherche, on leur laisse faire un master particulier, etc., tant que ça ne touche absolument pas au business global de la structure. Les choses évoluent heureusement depuis maintenant quelques années. Et donc moi, si je prends l'exemple de la RSE dans une école de management comme Cage, j'ai grosso modo 5 métiers. Un premier, c'est moi, j'ai la chance de faire partie des quelques extraterrestres où je suis directeur avec un budget et une équipe dédiée depuis maintenant un peu plus de 11 ans. Donc j'ai bien conscience de cette grande chance. Et donc, un de nos métiers, c'est de faire le lien entre l'entreprise, un petit peu ce que vous expliquiez hier au niveau de l'école de Subdeco. On a fait des chaires de recherche, c'est-à-dire faire le lien entre les entreprises, de façon plus générale, les organisations, la société et le monde académique. Donc on a monté des chaires sur la finance responsable, sur l'économie circulaire, etc. etc. Deuxième rôle, c'est de travailler avec l'ensemble du corps professoral pour non pas former des directeurs développement durable, c'est très bien de le faire, hein, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de former des directeurs financiers, RH, supply chain, etc., qui intègrent ça, parce que sinon les pauvres directeurs développement durable passent leur vie à se battre en interne plutôt qu'à résoudre les problèmes. Donc comment est-ce qu'on a une approche? Donc ça veut dire travailler avec l'ensemble du corps professoral, ça veut dire travailler avec l'ensemble des patrons de programmes, etc. Et puis évidemment, comme n'importe quelle organisation, on pollue et on discrimine, alors pas volontairement, hein. Bien entendu, on n'est pas tout à fait représentatif de la société française en termes de handicap, etc., en termes de diversité. Donc il y a des vrais enjeux. On a pas mal d'actions, comme beaucoup d'écoles, heureusement. Hein. Et puis la partie environnement, on envoie nos étudiants à l'autre bout de la Terre. Donc évidemment, on a un bilan carbone qui n'est pas forcément super top. On consomme de l'énergie, etc. Donc là, on met des panneaux solaires, des vélos électriques, on fait du tri sélectif, on vient de monter le compost, etc., etc. Le dernier métier, et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est à partir du moment où on fait partie des écoles qui, j'aime pas dire les leaders, parce que quand les autres sont pas bons, c'est facile d'être bon, mais parmi les moins mauvais, on va dire au niveau international, sur cette thématique, on a aussi une responsabilité de tirer le marché vers le haut. C'est-à-dire globalement, même si j'arrivais à faire que 100% de mes 12 000 étudiants sortent en étant des gens absolument fabuleux et complètement responsables, etc., par rapport aux 7 milliards de personnes sur la Terre, ça ne bougera pas suffisamment, ou en tous les cas pas suffisamment vite. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que l'ensemble de l'enseignement supérieur, et je ne parle pas que des business schools, hein, je parle du monde universitaire dans le monde, puisse changer. Donc j'ai la chance... en 2012 de représenter à la fois la conférence des grandes écoles, donc tout ce qui est business school, école d'ingénieurs, etc., et la conférence des présidents d'université, donc pour les universités publiques, au sommet de la Terre. Et on a monté différentes initiatives, entre autres avec Brice, Laon qui était là hier soir, sur l'enseignement, pour justement montrer que l'enseignement est prêt, enfin, a un rôle à jouer et est prêt à jouer ce rôle-là. Une des initiatives qu'on a lancées, que je voudrais partager, c'est quand j'étais au sommet de la Terre, j'étais assez démoralisé par le niveau, pour être tout à fait franc, assez pitoyable, non pas de tous heureusement, mais d'une bonne partie de nos dirigeants politiques et économiques, voire de nos experts qui, dès qu'ils sortent de leur domaine d'expertise, ont absolument des connaissances qui sont proches de la brève de comptoir. Le vrai problème, c'est que ces gens-là, parce que ce sont des experts, parce que ce sont des leaders, ont pas mal de followers. Et donc, si ces gens-là font l'erreur de dire une bêtise, eh bien, il y a malheureusement beaucoup de gens qui croient cette bêtise, et nous, on rame derrière pour repartir, et on l'a vu un certain nombre de fois. Et on a une idée assez simple, en fait. Si vous voulez faire vos études à Cage, mais à Subdeco, La Rochelle, etc., on ne va pas vous demander d'être un prof d'anglais, mais on va vous demander de savoir parler 3 mots d'anglais. Et donc, pour vérifier que vous savez vous débrouiller un peu d'anglais, on vous demande de passer un test qui s'appelle le TOEFL, entre autres, ou si vous faites un MBA chez nous, on vous demande de passer un GMAT. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas, pour s'assurer que l'ensemble des diplômés de la Terre entière soient suffisamment équipés pour prendre des décisions en conscience. Encore une fois, hein, je ne parle pas des gens qui vendent des armes à des gamins. Je ne parle pas des gens qui sont
complètement pourris. Ça, c'est un autre sujet. Le problème, ce sont les gens bien, comme tous ceux qu'on connaît, qui, parce qu'ils ne savent pas, ne se sont pas posé la question, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, alors qu'ils ont accès à l'information, ont derrière des comportements qui vont avoir des impacts négatifs, et tous ceux dont on a cité pendant ces 2 jours. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne fabriquait pas un espèce d'outil qui permettrait de s'assurer justement de ce niveau minimum, enfin, voilà. Et donc, on a monté cet outil. Donc c'est une ONG qui a été financée d'abord par Kedge et puis de façon plus générale, donc on a fait un outil de bien commun par plusieurs universités et entreprises. Comment est-ce qu'on pourrait diffuser cet outil? Donc aujourd'hui c'est un QCM en ligne, quelque chose d'assez simple. On a une base de questions qui sont partout les mêmes dans le monde. Le test il est faisable, vous pouvez le passer si vous voulez cet après-midi en japonais, en chinois, en russe. Ou en français bien entendu. Donc avec un set de questions internationales, un set de questions évidemment fait par des structures dans une vingtaine de pays aujourd'hui, parce que évidemment les problématiques de l'eau ne sont pas les mêmes en Amazonie et au Sahel. Donc on a en France par exemple la CGE, la CPU, CIRS qui est une association de développement durable dans l'enseignement supérieur, les étudiants, le REFED, les étudiants engagés, mais on a invité le MEDEF, on a invité des syndicats, on a invité des ONG pour dire c'est quoi les 10, 15, 20 choses que devrait savoir n'importe quel étudiant, quelles que soient leurs études. Et donc aujourd'hui, c'est un des outils il y a 90 000 personnes, il y a 600 universités et entreprises qui l'utilisent, principalement au monde universitaire. En France, on a des gens comme LVMH, la Banque Postale ou Honnête qui l'utilisent soit dans leur programme de formation, soit dans les process de recrutement, soit etc. etc. Et donc il y a 90 000 personnes dans le monde. Et l'objectif, évidemment, c'est de diffuser ça de façon massive. Donc, si je prends juste un cas concret, un étudiant, quel que soit son niveau, qu'il soit post-bac ou qu'il fasse un MBA qui arrive à Kedge, passe au moment où il arrive ce test. Donc, ça a 3 avantages, enfin 2 avantages principaux. Mais le premier, c'est que nous, on a des étudiants brillants dans l'enseignement supérieur. Ils sont tous évidemment brillants. Ils savent tout avant d'arriver chez nous. Et donc là, en passant un test, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas forcément complètement tout. Et accessoirement, ils ont un benchmark international. Donc ils peuvent en plus se positionner par rapport à leurs copains dans la classe et de façon nationale puis internationale. Nous, ça nous permet d'avoir une photographie aussi de l'état de la connaissance. Je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais des conférences sur le développement durable sans savoir à qui je m'adresse. Typiquement, aujourd'hui, vous êtes tous dans cette salle, vous êtes tous des gens géniaux et j'imagine que vous connaissez tout sur le développement durable, mais j'en ai bougrement aucune espèce d'idée. Et ce qui fait que la probabilité que si je vous parle de changement climatique, soit je vous barbe complètement parce que potentiellement vous êtes plus expert que moi, soit je vous satellise complètement parce que vous pensez météo pour le week-end prochain, elle n'est pas nulle. Et donc le fait de savoir à quelle population on s'adresse, c'est plutôt intéressant. Et à terme, tous nos étudiants devront avoir un score minimum pour être diplômés. Donc là, on est en train de travailler sur un mode donc là plutôt de certificat qui devrait arriver dans quelques années. Et pour qu'on comprenne mieux, un exemple de question pour ceux qui se prépareraient, sans tout dévoiler, parce que alors les questions, accessoirement, elles couvrent l'ensemble des objectifs du développement durable. C'est ce qui fait, petit détail, que c'est devenu un outil officiel de suivi des ODD. Donc chaque année, au forum politique de haut niveau qui a lieu à New York aux Nations Unies, on présente un rapport que vous pouvez utiliser, qui permet d'avoir cette photographie chaque année. Vous avez des questions qui vont être... alors, une question en France ou sur l'international. Il est évidemment complètement interdit. L'esclavage est aujourd'hui interdit dans un paquet de pays, enfin une grosse majorité des pays. Combien de personnes sont encore en travail forcé? Est-ce que c'est 0 parce que c'est complètement interdit la loi? Ou sur le travail des femmes, en France, les femmes... Donc on est plus sur de la culture. Donc on est aujourd'hui à l'instant T plutôt sur la partie connaissance, en sachant, et ça rejoint ce que vous disiez tout de suite, en sachant que ce n'est pas suffisant, mais pour faire un outil qui soit accepté par les Chinois, les Russes, les Américains, les Péruviens, etc., sur la connaissance, c'est déjà un bon début, en sachant qu'on a 2 groupes de travail, un qui travaille sur skills, donc sur la partie compétences, et un sur la partie mindset, qui est, pour être tout à fait franc, un vrai casse-tête à l'international, parce que dès qu'on touche sur le mindset, on touche sur les valeurs, etc. Et donc là, mais c'est vers là où on veut aller, parce que les connaissances tout seules ne servent à rien, il faut avoir l'envie, il faut rentrer dans l'action. Et donc l'objectif, c'est qu'on arrive d'ici 2030 à avoir au moins 1 million de personnes qui le passent par an.
en partant du principe que s'il y en a 10% dans ce million-là qui changent quelque chose d'important dans leur vie, potentiellement on pourra faire quelque chose. Et donc, puisque vous avez proposé au public de passer le test, on va sur quel site? On se connecte comment? Sulitest, sulitest.org. Le test est gratuit. Donc il faut que l'organisation, l'entreprise, la collectivité ou l'école s'inscrivent. Et puis ensuite, on organise des sessions en invitant ses étudiants ou ses salariés avec les questions internationales, les questions nationales, où on a même lancé cette année avec différentes branches des Nations Unies des modules spécifiques. Il y en a un que je vous invite à faire, qu'on a monté avec UNDESA sur l'énergie. Donc il y a un module de 10-12 questions, je ne sais Donc, plus, c'est spécifique sur le DD7. Le Sulitest, SULITEST. Suli pour Sustainability Literacy Test, SULITEST.org. Voilà, merci. On a vu le port tout à l'heure, maintenant on va aller sur les océans avec François. Donc vous étiez venu il y a 2 ans présenter votre projet Esprit de Vélox. Donc on le connaît un peu parce que certains étaient déjà présents il y a 2 ans, mais peut-être un mot sur ce projet, et puis après on parlera de sensibilisation et territoire. J'ai envie même de dresser un petit espoir dans un monde un peu absurde où on entend bien depuis hier et avant-hier qu'on a un mal fou à infléchir cette courbe, j'ai envie de dire cette putain de courbe, entre nos impacts et les vraies solutions qui fait que peut-être avant 2050 on y arrivera. Juste la photographie, et bravo à nous, bravo à Myriam, bravo à vous tous. Il y a 2016, quand je venais pour la première fois, nous étions 2 à intervenir sur le maritime. Moi, je présentais les prémices de la faisabilité d'Esprit de Vélox, et il y avait un gentil vieux lobbyiste de l'oil and gas qui nous expliquait que le maritime, il ne fallait pas y toucher parce que le transport et le transfert en mer, revenu à la tonne, ça restait le plus efficace. Donc surtout, il ne fallait pas y toucher. On est en 2018. Après ces 2 jours et demi passés ici, presque finis, la photographie est différente. Une avant-première dans un port, dans un grand port maritime, engagé dans des activités de développement durable, des solutions. On a parlé d'îles, on a parlé de projets, on a parlé d'ailes, de choses hyper intéressantes. Le ratio n'a pas grand-chose de continu en 2 ans. Donc le petit espoir, il est là. Le monde océanique, c'est 50% des enjeux, c'est 50% des risques, c'est 50% des solutions à mettre en place pour qu'on s'en sorte aussi. Donc ça, je suis très heureux qu'on ait pu aller aussi vite. Ça veut dire qu'il y a un peu d'espoir dans le coin de l'écran noir. Le projet, il va plutôt bien. J'en parlerai si vous voulez peut-être un petit peu après. J'ai plutôt envie de parler d'océans et de vrais impacts. En fait, en mer, les choses sont liées. On n'a pas ce qu'on peut faire à terre, parce qu'à terre, on a des immeubles, des bureaux, des gens qui se parlent ou qui ne se parlent pas. On peut avoir un problème et donc, je dirais, un chantier, une équipe qui travaille sur le climat, un chantier sur la partie biodiversité, un chantier sur des choses comme de l'immigration. Et en 2 jours et demi, c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas encore trop entendu. En mer, c'est lié. Des exemples très simples, dans l'Ouest africain, les océans se réchauffent. Ça veut dire que la biodiversité, elle tombe. La biodiversité, elle migre, elle va dans les coins où il fait froid, parce qu'en mer, il faut qu'il fasse froid pour qu'on vive. Ça veut dire que cette manne de sardines, anchois, et une forme de chaîne alimentaire qui allait avec ça, elle bouge. Dans l'Ouest africain, aujourd'hui, on mange moins bien, on mange mieux. Enfin, on mange mieux. On mange de manière plus compliquée. En plus, il y a des gros prédateurs de protéines qui arrivent de très très loin et qui font des pêches assez incroyables et en tout cas interdites. Ce qui fait que le climat, puisque ça chauffe, a un impact sur ce cycle-là de la vie en mer. Biodiversité, climat, elles sont liées.
Et puis ça a un impact sur les gens qui vivent au bord de l'eau, parce qu'aujourd'hui 75% de notre humanité vit grâce à la mer, et vit à proximité de la mer. Donc ça veut dire que les gens qui étaient hier dans l'Ouest africain, ils viennent chez nous. Ils ne viennent pas chez nous parce que effectivement la carte orange est un truc hyper chouette à avoir, mais parce qu'ils n'ont plus à manger chez eux. Le climat, la biodiversité et l'immigration, c'est extrêmement lié, et bienvenue en mer. D'où ce que je voulais dire sur les histoires de territoire. En fait, au-delà de liens de proximité, les territoires en mer vivent par des liens de connexion entre les uns et les autres. On a un programme effectivement de grands bateaux scientifiques, 50 mètres, 50 personnes à bord, et zéro impact environnemental. C'est important pour le monde de la science, c'est important pour le monde du transport en mer, et ça crée des liens. Et le territoire du programme, clairement esprit de Velox, aujourd'hui, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon parce qu'on bosse avec les équipes du CNRS qui bossent sur les coquillages de ce coin-là. Il est sur l'Ouest africain parce qu'il y a des vrais enjeux aussi. Il est sur le Grand Nord parce qu'il y a des routes qui s'ouvrent avec des impacts et environnementaux et sur notre industrie qui sont hyper importants. Aujourd'hui, on commence à transférer du gaz par le nord, donc ça fait une route de mer qui n'a plus rien à voir, ça fait des risques qui arrivent dans un monde où le rythme de vie n'a plus rien à voir. Une baleine dans le Grand Nord, ça vit plus de 2 siècles en moyenne, si on lui fout la paix. Les requins du Grand Nord vivent 4 siècles à 5 siècles. Donc les catastrophes dans le Grand Nord, elles ont des impacts qui n'ont rien à voir avec celles qui sont ici. Exxon Valdez, 89, le pod des orques de ce coin là-bas, il se meurt à petit feu parce qu'il n'y a pas de reproduction de ces orques depuis 1989. Donc là, on est sur des vrais impacts. Et nous, en fait, on est une île. Parce qu'être en mer, c'est embarquer une 50aine de personnes avec une vraie autonomie. Et on est une île qui a un problème de plus que les îles habituelles, c'est que son climat bouge beaucoup plus vite que les îles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un climat tropical à un moment, on peut être dans le Grand Nord, et donc on est en train de créer des liens, de trouver des vrais moyens pour qu'on s'en sorte, sans impact environnementaux, donc avec des grids de 8 à 9 sources de production énergétique au sens le plus large. Et on est en train de faire travailler le monde de la science en dehors des tuyaux. On a parlé de tuyaux hier dans le monde effectivement industriel. C'est vrai pour la science aussi. On est en train de faire travailler les spécialistes entre eux en même temps à bord. Et pas, je prévois ma mission 5 ans avant, je réalise ma mission, je fais une publication 3 ans après. Les petits potes qui vont travailler parce que ce que j'ai produit, ça va être utile pour eux, vont le récupérer 3 ans, 4 ans après pour eux-mêmes travailler. Non, on va les emmener en même temps en mer. Et là, ça change aussi, on va plus vite. Donc, on n'a pas le sentiment, je dirais, d'être sensibilisé. On produit ensemble et on fait produire ensemble. Et là, il y a vraiment une rupture qui est hyper importante aujourd'hui. Alors justement, vous avez parlé du bateau, un territoire particulier, et c'est effectivement le thème même de la table ronde, qui est le lien avec la 5e édition de l'Université de Sainté, puisque c'était sur les territoires sont-ils pilotes de la transition énergétique? Et donc ce lien, Vyacheslav va pouvoir nous en parler, puisque vous avez donc rédigé et vous avez passé des semaines entières sur la rédaction, la relecture, la réécriture des débats de l'an dernier pour arriver à cette publication. Puisque là vous avez été au cœur de tous ces débats de l'an dernier, peut-être une petite synthèse et puis surtout nous dire ce qu'on peut tirer de tout ça. Donc, je vais aller très très vite parce que en fait, moi je suis le dernier intervenant. Donc l'objectif c'est de présenter donc, cet ouvrage qui est une compilation en fait, de travaux de l'année dernière. Donc le titre c'était « Les territoires pilotes de la transition énergétique face à un nouvel ordre mondial ».
Et je vais essayer d'éclaircir un peu l'angle d'attaque, donc quelle était la logique, et on peut guider tous ceux qui sont intéressés à lire cet ouvrage que je trouve très très intéressant et très instructif. Voilà, donc l'idée, je vais essayer de m'inscrire aussi dans la réflexion qui a été faite ici à la table ronde. Grosso modo, il s'agit d'une réflexion territoriale, d'une gouvernance territoriale, de la création de synergies et d'une perception, on va dire, de nos processus comme un construit social. En fait, le territoire est vu comme un construit social, d'une manière banale de dire en fait, il s'agit des interactions des gens qui habitent ce territoire, et ces interactions configurent ce territoire. C'est comme ça qu'on voit les choses. Je vais prendre un exemple très 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 rapide qui montre comment en fait on gère la transition énergétique à travers la transition à travers la gouvernance territoriale. Et l'idée, c'était de partir vers ce qu'on appelle la révolution silencieuse par le bas, à travers les citoyens qui vont changer les territoires. Et dans ces territoires, il y aura des initiatives, des innovations qui vont ensuite monter grâce à l'aide des pouvoirs publics, mais au niveau on va dire, territorial, pas au niveau national. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, en fait, on a parlé de Trump, mais je ne pense pas qu'on n'a pas parlé assez de Donald Trump, c'est celui qui est président des États-Unis. Voilà. Et quand on regarde la trajectoire qui a été façonnée par ces territoires quelque part en Outre-Atlantique, je reviens tout de suite dans les premières décennies du 19e siècle, lorsque les Américains étaient en train de réfléchir comment faut-il construire les États-Unis. Il y avait ce fameux dialogue à l'époque d'Adams. Donc, faut-il faire une puissance militaire ou faut-il faire une Suisse de l'Amérique du Nord? Bon, vous connaissez le résultat. Donc, ce n'est pas la Suisse de l'Amérique du Nord, parce que l'Amérique, en fait, au lieu de cohabiter d'une manière très je veux dire, apaiser avec les populations locales et développer les vaches, donc le fromage, et avoir une économie locale, parce qu'après la rupture avec la métropole britannique, ils n'avaient plus besoin en fait de continuer, vous savez, cette histoire de tabac, l'esclavage, etc. On est parti complètement de manière différente. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que, en fait, les territoires donnent des synergies et sécrètent ce qu'on appelle des trajectoires. Et nous sommes, ça va être un point de conclusion intéressant, nous sommes ici sur un breaking point. Voilà, les Américains, en fait, ils ont fait une énorme bêtise à l'époque. Ils auraient pu avoir un petit pays de taille moyenne avec des vaches et du fromage, etc., etc. Voilà, et il ne faut pas répéter la même erreur. Voilà, donc il y a des liens comme ça très très directs. Voilà, donc j'invite tout le monde à feuilleter cet ouvrage. Donc je rappelle l'angle. L'angle, c'est en fait c'est la mobilisation de territoires. Et normalement, il faut voir cette université E5T comme une interface indispensable de cette révolution tranquille, révolution silencieuse, révolution par le bas, révolution citoyenne. C'est comme ça qu'on peut changer des trajectoires. C'est comme ça qu'on peut éviter la trumpisation du monde. Et juste pour dire que, voilà, en fait, finalement, même par rapport aux États-Unis, il me reste 30 secondes, je termine tout de suite, même par rapport aux États-Unis, en fait, on voit que les États à l'intérieur des États-Unis ne sont pas d'accord, surtout la Californie. C'est là où on voit comment les choses peuvent évoluer, comment on peut quand même faire face à ce type de danger plutôt existentiel. Voilà, je termine là-dessus. Merci. Alors, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, mais dans cet ouvrage, il y a une préface et une postface. Donc je vais demander si elle veut bien nous rejoindre, à Emmanuel Cos, de venir sur scène, peut-être pour dire un petit mot sur cette préface. Et puis, alors je ne sais pas si elle est dans la salle, Michel Saban, qui a fait la postface, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit présente. Donc Emmanuel, alors
aucune homonymie avec Thierry Coste, pour ceux qui suivent Non, l'actualité. moi, c'est Je le dis tout de suite, c'est Coste. Je peux faire du lobbying, mais sur d'autres sujets, et plus pour l'intérêt général. Oui. Vous me prenez un peu à chaud. À chaque année, vous faites ça, c'est un peu pénible. Oui, non, mais vous le faites si bien. Non, mais en fait, Donc, la préface, c'était juste un petit... Enfin, c'était très agréable de l'écrire. Mais en fait, comme j'ai assisté aux 2 jours là, de débat, je réfléchissais, enfin à nous tous, parce qu'en fait, je pense que tous celles et ceux qui viennent ici sont à peu près convaincus de ce qu'on défend, même si on a des désaccords parfois, on l'a vu hier sur le nucléaire ou sur où mettre les priorités. Mais comme on s'est réunis juste après le coup d'éclat de Nicolas Hulot, je ne voudrais pas qu'on soit dans un sentiment défaitiste. Je dis ça parce que j'ai longtemps dirigé un parti qui a beaucoup cultivé ça. Et sans faire de la langue de bois, je pense quand même qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Vous parliez d'une révolution par le bas et assez silencieuse. La question, c'est on aimerait qu'elle soit une révolution beaucoup plus forte, exposée et majoritaire. On est constamment dans un combat et se battre pour la transition, c'est mener des combats extrêmement difficiles. Mais quand même, les choses avancent, y compris, je le dis, parce que il y a des gens qui interviennent chaque année. En fait, leurs projets avancent beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait imaginer par rapport à 2 ou 3 années. Et je pense qu'il faut quand même qu'on garde entre nous cette foi et cette vision assez positive. Parce que sinon, les lobbies anciens et très organisés depuis un siècle pour que ça ne change pas, en fait, peuvent gagner des batailles. Parce qu'il y en a qui sont malheureusement gagnés contre une vision que nous développons. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous parlez des territoires, les territoires sont en train de se mobiliser énormément parce qu'ils sont impatients de l'inertie des pouvoirs publics. Moi-même, j'ai représenté les pouvoirs publics, donc je connais bien quelle est cette impatience. Et c'est vrai que ce qui est compliqué aujourd'hui, je pense que la COP 21 a permis d'imposer l'idée quand même qu'il fallait que ça bouge et que ça bouge vite. Et ce qui est navrant, c'est qu'en fait, je crois qu'on a réussi à convaincre la société civile, le milieu économique, qui sincèrement est très mobilisé, et en fait, le pouvoir politique est complètement à la traîne. Le pouvoir politique et la haute fonction publique, si je peux me permettre. Et on parlait d'éducation, moi je pense aussi qu'il faudrait qu'on parle de l'éducation des élites, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est peut-être ça qu'il faut parce qu'on fait tous un peu partie des élites quand même, peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on forme mieux ces élites, parce que les freins aujourd'hui, ils sont là. Ils sont même plus dans les entreprises les plus ancien monde, si je peux parler ainsi. Finalement, elles-mêmes, elles se bougent parce qu'elles n'ont pas le choix si elles veulent garder des emplois et des puissances. Et peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, qu'on ne désespère pas. Il faut quand même croire à la démocratie, au pouvoir politique, et en même temps garder du plaisir à se retrouver et à débattre, comme Myriam nous permet de le faire depuis plusieurs années. Voilà ma petite improvisation. Merci, vous voyez. Merci Madame la Ministre.